Il est en quelque sorte entouré d'une aura de mystère, d'un pouvoir surnaturel ou d'un pouvoir qu'on va dire rare. Besoin de faire des sauts logiques pour faire appel à ce type de prestation. Il s'agit donc d'adhérer à l'histoire qui semblera pour vous la plus crédible. Il arrive que l'on fasse appel à des intervenants d'un type très particulier, qu'ils s'appellent chasseurs de fantômes, passeurs d'âmes, exorcistes ou simplement médiums. La fonction consistera à adapter un lieu qui pose problème à la convenance d'une personne qui lui en fait la demande. Est-ce que ces prestations, est-ce que ces prestataires sont à comparer à d'autres prestations ou prestataires auxquels on a affaire dans la vie courante et habituelle? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il peut arriver qu'une personne ressente une forme de malaise dans un lieu bien précis. Lorsqu'il s'agit d'un lieu dans lequel on va habiter, ça peut devenir un problème que la personne veut résoudre. Et le problème peut être ressenti notamment par un hypersensible, alors sous la forme de nausées, de sentiments d'oppression ou de gêne, voire de flashs désagréables, sans comprendre réellement la cause ou à quoi ça correspond. Ce ne sont pas des problèmes insurmontables, mais ils ne sont pas explicables par des moyens courants, le plus souvent. Bon, en fait, à partir de là, tout le monde a sa petite idée sur des moyens à mettre en place pour arranger la situation. Et selon votre sensibilité personnelle ou les personnes que vous connaissez, vous pourrez faire votre marché et choisir des offres qui racontent des histoires différentes. Et le diagnostic de la situation sera différent selon les écoles. Certains diront qu'il faut un rééquilibrage énergétique entre la personne et le lieu, ou qu'il y a des niveaux vibratoires différents qui créent une dissonance, il faut arranger ça d'une manière ou de l'autre, ou il se peut aussi que dans ces lieux, il y ait des forces résiduelles qu'il faut dégager. Alors après, on peut parler de fantômes, d'esprits, de démons qu'il faut chasser, etc. On est là devant des propositions alternatives qui sont assez fortes. On part d'un simple mal de tête, par exemple, et on va se retrouver avec le diagnostic d'un esprit qui ne veut pas quitter un plan d'existence et qu'il faut dégager. Alors ça semble un petit peu disproportionné. Vous remarquerez que les grilles de lecture sont différentes, il s'agit donc d'adhérer à l'histoire qui semblera pour vous la plus crédible, et donc l'intervention qui aura lieu aura un narratif qui fera sens pour vous, client. Mais bon, dans les faits, on vous dit quoi? En fait, ça marche, tu devrais essayer, il n'y a pas de souci. Comme si c'était l'argument massu, ça marche et donc il faut essayer. Alors je reviendrai une autre fois sur cet argument-là. Aujourd'hui, on voit surtout si ces propositions-là sont réellement des propositions comme les autres. Donc, si vous préférez parler d'énergie ou d'esprit, vous choisirez tel ou tel intervenant. Pour l'instant, on en est là. Ces dernières années, les personnes qui font de telles offres se multiplient et leurs offres sont spectaculaires. Première chose, d'abord n'importe qui peut se dire magnétiseur, passeur d'âme ou exorciste ou énergéticien, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes font n'importe quoi. Du reste, certains intervenants se déclaraient incompétents pour telle ou telle situation et vous renvoyaient sur quelqu'un d'autre. Tout ça pour dire que ce ne sont pas des personnes malhonnêtes. Pour autant, si on gagne sa vie avec une activité, ça ne veut pas forcément dire qu'on est professionnel comparable à d'autres professionnels. C'est ça que je veux dire. Maintenant, ce ne sont pas nécessairement des prestations comme les autres, parce que sur un aspect personnel de votre côté, vous avez, en tant que client, besoin de faire des sauts logiques pour faire appel à ce type de prestation. On part du tiens, j'ai mal à la tête, hop, c'est à cause des esprits restés dans un lieu, hop, j'appelle un exorciste et bim, j'ai plus mal à la tête. Ouah, génial cet exorciste. Et puis un pas de côté éventuellement sur nos habitudes. Par exemple, quand on achète un produit, on va se demander d'où il vient, qui l'a fabriqué, comment il a été conditionné, transporté jusqu'à notre magasin. On consomme en quelque sorte en se prenant pour quelqu'un d'averti. Mais lorsqu'il s'agit d'un intervenant de l'occulte, on ne s'entoure pas vraiment d'autant de précautions. On va même raconter autour de soi, un tel est venu, il a fait ceci, il a fait ça, je te dis à toi parce que toi tu as l'esprit ouvert, mais figure-toi que ça marche. Ah oui, le problème c'était quoi au départ? J'avais des bouffées d'angoisse quand j'entrais chez moi. Ah bah super, donc quand j'aurai des bouffées d'angoisse, je demanderai tel ou tel conseil à un exorciste alors. Bon, je plaisante, mais vous voyez l'idée. Contrairement à votre médecin, votre garagiste ou un avocat, ces intervenants ne sont pas des partenaires comme les autres par rapport à leur formation. Ils n'ont pas de formation réelle, tant théorique que pratique. Les techniques auxquelles ils recourent évoluent au fur et à mesure des années, selon les modes, selon les tendances du marché. Et les théories, en fait, ils passent beaucoup de temps à se les forger, et souvent par eux-mêmes. Et ces théories sont souvent à la fois globales et fuyantes, elles sont à la fois dogmatique mais réinterprétable à l'infini. En fait, on parle d'ésotérisme. Et c'est pourquoi un intervenant de ce type va souvent s'entourer de théories complexes dans lesquelles on va retrouver un mélange de
de christianisme, de magie, de radiesthésie, de magnétisme, avec, selon la sensibilité et la capacité à se doter d'une culture dans ces domaines. On va parler aussi de Kabbale, de théosophie, éventuellement on citera quelques auteurs, mais pas toujours. Alors ce ne sont pas des prestations qui sont vraiment comme les autres dans leur aspect pratique, par exemple parce qu'il est possible que l'intervenant affirme avoir un pouvoir. Alors ça évite toute discussion théorique ou tout principe de formation, puisque c'est un pouvoir, ça tombe un peu comme ça. On pourrait aussi se demander l'origine de ces pouvoirs. Mais en fait, dans la pratique, personne ne le fait. Mais quelle que soit la pratique, elle pourrait avoir aussi un caractère un peu mystérieux, du fait qu'il n'y a pas de formation, entre autres, mais aussi à cause de la fonction sociale sur laquelle je vais maintenant venir. En fait, en s'occupant d'exorciser les esprits, de chasser des fantômes ou d'agir sur des niveaux dits énergétiques mais insaisissables, ce type d'intervenant occupe une place dans le domaine du sacré en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on lui délègue une autorité sur ce qui est du rapport avec les forces invisibles. Et il est en quelque sorte entouré d'une aura de mystère, d'un pouvoir surnaturel ou d'un pouvoir qu'on va dire rare. Et donc, quand il dit avoir des pouvoirs, on ne va pas s'autoriser à lui demander plus de précision. Et la fonction de médiateur avec un monde occulte est une fonction sociale qui est très ancienne, voire archaïque, et qui fait que presque sans s'en rendre compte, ça place tout le monde dans une sorte de jeu de rôle. Le client, de son côté, elle va être assigné à la place de celui qui est ignorant, qui est impuissant et qui sollicite une compétence par rapport à des choses qui le dépassent. Et l'intervenant, lui, il est dans le rôle de celui qui sait, qui peut et qui fait, et qui a une fonction de relation au sacré. Et on tolérera très bien aussi qu'il se réfugie derrière des secrets, qu'ils soient réels ou de simples artifices de communication, c'est pas la question. En fait, on acceptera toute posture de sa part, car il a un statut social, un rôle social qu'il est en train d'assumer. Bon, ce rôle social, ils n'en ont pas toujours conscience, mais par contre, ils ont souvent conscience de ce que je vais vous dire maintenant. Ils en ont conscience, mais ils ne vous le diront pas. Ce dont ils ont conscience, c'est ceci. Lorsque le monde occulte est convoqué, il est question de force vivante, de force active. Ce ne sont pas des objets inertes. Ces forces ont leurs lois, leurs principes, leur fonctionnement, leur évolution aussi. Ils sont toujours dans une dynamique. Et bien sûr, quand on parle simplement de niveau énergétique, on a l'impression qu'on parle de choses passives et justement de choses inertes. Et c'est pourquoi c'est très à la mode en ce moment. On dit que ce sont des prestations comme les autres, on parle juste d'un niveau énergétique, c'est tout simple, et il n'y a rien à se poser comme question. C'est pourquoi j'attire votre attention sur ceci. Ces interventions peuvent arranger sur le moment une situation et déclencher en même temps une réaction ou une conséquence sur un autre plan, en provoquant éventuellement un effet différé, mais ça c'est pas possible de l'anticiper, ni sa nature, ni son amplitude. Mais que se passe-t-il pour vous dès lors que vous avez fait appel à ce type d'intervenants, donc qui ne sont pas vraiment comme les autres? Que se passe-t-il pour lui aussi, pour l'intervenant? Est-il réellement libre de tout engagement vis-à-vis de certaines forces? Et en a-t-il conscience, oui ou non, ou peut-être, ou partiellement? Est-ce que l'efficacité immédiate que l'on constate est réellement le seul critère à prendre en compte? De tout cela, nous reparlerons dans de prochains entretiens. À bientôt. Allez, salut.